Comment l'État se finance-t-il? Il faut d'abord définir précisément ce que l'on entend par l'État. En effet, on peut prendre la définition de l'État au sens strict. Ici, on ne tiendra compte que des administrations centrales, c'est-à-dire les ministères, par exemple celui de l'Éducation nationale. Ou bien, on peut prendre l'État au sens large. Dans ce cas, aux administrations centrales, on va rajouter les collectivités territoriales, les départements, les régions et les communes, et la sécurité sociale. Quand les recettes vont être inférieures aux dépenses, on parlera alors de déficit budgétaire pour l'État au sens strict et de déficit public pour l'État au sens large. Dans cette vidéo, on ne parlera que de l'État au sens strict. Depuis le début des années 80, l'État français a un besoin de financement structurel. Il a d'abord des recettes, étudions celles de l'État au sens strict. On distingue alors deux types de recettes, les recettes fiscales, c'est-à-dire les prélèvements sur les ressources des contribuables, et les recettes non fiscales, c'est-à-dire des recettes qui ne sont liées ni à un impôt ni à une taxe. Les recettes fiscales représentent 95% des recettes, les recettes non fiscales, elles, ne représentent que 5% des recettes. Étudions maintenant les recettes fiscales, et notamment les deux principales recettes fiscales, l'impôt sur le revenu et la TVA. Leur poids dans les recettes fiscales est élevé. L'impôt sur le revenu représente 25% des recettes fiscales, la TVA, elle, représente 50% des recettes fiscales. Leur mode de prélèvement est différent. Pour l'impôt sur le revenu, depuis le 1er janvier 2019, il est prélevé à la source. Pour la TVA, c'est un impôt indirect. Il est prélevé et reversé à l'État par les entreprises. Il est donc en réalité supporté par les consommateurs finaux. C'est pour ça que l'on parle d'un impôt indolore. Leur mode de calcul est aussi différent. Pour l'impôt sur le revenu, eh bien, deux variables vont influencer le montant payé, l'ensemble des revenus et les charges de famille du contribuable. Pour la TVA, cet impôt est calculé sur le prix de vente hors taxe de tous les biens et services. C'est donc un impôt proportionnel. Les recettes non fiscales sont nombreuses. On peut prendre deux exemples. Les dividendes versés par des entreprises dont l'État est actionnaire, ou bien les produits des amendes. Ces recettes vont alors servir à financer les dépenses de l'État au sens strict. Les dépenses de l'État sont donc la manière dont l'État utilise les ressources. On peut opérer deux types de classements, par mission, c'est-à-dire ici, on regarde l'objectif de la dépense. C'est le programme concourant à une politique publique définie. Les dépenses essentielles sont alors l'éducation et la défense. On peut aussi classer les dépenses par nature, c'est-à-dire le type de dépenses. Dans ce cas, ce sont les dépenses de personnel et d'intervention qui sont majoritaires. Or, depuis une trentaine d'années, on a des dépenses qui sont supérieures aux recettes. On a alors un solde négatif, c'est le déficit budgétaire. Ce déficit budgétaire va alors être financé. L'État est obligé de le financer et notamment, il va emprunter. Cela crée alors une dette. La dette est alors l'ensemble des emprunts effectués par l'État qui provient de l'accumulation des déficits passés. Déficit budgétaire et dette publique sont donc différents. Cependant, il y a des liens. En effet, la dette entraîne une charge d'intérêt. Ces charges d'intérêt génèrent alors une augmentation des dépenses publiques et donc créent un nouveau déficit budgétaire qui sera alors comblé par un emprunt qui augmentera alors la dette. C'est ce que l'on appelle l'effet boule de neige. Le déficit crée la dette qui génère à nouveau un déficit plus grand. Quels vont être les effets d'un déficit budgétaire? La perception va être différente selon le courant économique. En effet, le déficit budgétaire va être perçu pour l'analyse libérale comme négatif, alors que pour l'analyse keynésienne, il va être considéré, dans certains cas, comme utile et positif. Étudions la vision libérale du déficit budgétaire. Ce déficit budgétaire va entraîner une augmentation
de la demande de capitaux de l'État. Ainsi, la demande de capitaux augmente et devient supérieure à l'offre de capitaux. Comme la demande est supérieure à l'offre, le prix augmente, et donc le taux d'intérêt augmente, ce qui génère une augmentation du coût de l'endettement. Autre conséquence, l'endettement de l'État augmente. Dans ces conditions-là, se crée un effet d'éviction. En effet, l'État est un emprunteur sûr. Or, les ménages ont une aversion pour le risque. Ceux-ci vont alors préférer prêter à l'État qu'aux entreprises qui ont un risque non négligeable de faillite. Dans ces conditions, les entreprises vont manquer de fonds prêtables, puisque les ménages préfèrent prêter à l'État, mais aussi ces fonds prêtables vont avoir un coût élevé. Ainsi, les entreprises ne peuvent plus investir. Et donc, elles ne peuvent améliorer leur compétitivité. C'est donc particulièrement préjudiciable en période de mondialisation, puisque les entreprises prennent du retard, et donc cela va avoir un effet de réduction de la croissance économique. La vision keynésienne du déficit budgétaire est, elle, radicalement différente. En effet, pour la vision keynésienne, le déficit budgétaire peut être positif sur certaines conditions. Quand la croissance économique est faible et que le nombre de chômeurs est élevé. Les dépenses publiques vont alors remplacer l'investissement des entreprises, qui est insuffisant. Le gouvernement va alors augmenter les dépenses publiques. Certes, le déficit budgétaire augmente, mais en contrepartie, la demande augmente. Et la production va augmenter plus rapidement que la demande. C'est ce que Keynes appelle l'effet multiplicateur. Dans ces conditions, les recettes fiscales vont augmenter là aussi plus vite que la demande initiale, et donc cette augmentation des recettes fiscales va permettre de combler le déficit budgétaire. Cet effet multiplicateur sera d'autant plus fort que deux conditions seront réunies. D'abord, que l'économie est relativement fermée. Ainsi, l'augmentation de la demande va profiter aux entreprises du pays. Deuxième condition, il faut que la part du revenu consommé soit forte. Or, comme ce sont les plus pauvres qui ont la part du revenu consommé la plus forte, il va donc falloir augmenter les aides sociales. Keynes justifie alors économiquement la réduction des inégalités.